Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. La semaine dernière, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présenté au Parlement son bilan de mi-mandat. Lors de son long discours au Parlement, le chef du gouvernement est revenu sur les différentes actions réalisées par lui et par ses ministres. Évidemment, le bilan est positif et Aziz Akhannouch a affirmé que les réalisations ont même dépassé toutes les attentes. Pour leur part, pour sa part, l'opposition estime ce bilan non satisfaisant, voire même décevant. Avec nous pour en discuter aujourd'hui, Mehdi Ben Saïd, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes membre de la direction collégiale du PAM et vous êtes, comme chacun sait, donc ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Merci d'être avec nous. Si Nabil Ben Abdallah, bonsoir. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du PPS et vous êtes aussi ancien ministre de la Communication, puis, quelques années après, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. C'est bien ça? Tout à fait. Merci, messieurs, d'être avec nous. Et maintenant, à vous deux, on va parler de ce bilan. Donc, vous êtes l'un des chefs de la majorité, vous êtes l'un des chefs de l'opposition. On va discuter de tout ça. Alors, je commence par vous, Mehdi Ben Saïd, si vous deviez résumer ou synthétiser l'action de votre gouvernement. D'abord, il faut rappeler, oui, bien sûr, il faut rappeler comment ce gouvernement, dans quelles circonstances il est arrivé, l'après-Covid, les crises internationales, les guerres, et bien évidemment le défi qu'il a porté, à savoir un gouvernement social, répondre aux problématiques sociales des Marocaines et des Marocains. Et si c'est un premier bilan, parce que c'est un mi-mandat, donc c'est un bilan d'étape avant la fin du mandat de ce gouvernement, on peut considérer que sur ce titre-là de gouvernement social, alhamdoulilah, aujourd'hui, on commence à voir sur le volet de la santé tout ce qui a été mis en place par le gouvernement. On commence à voir le soutien direct qui arrive chez les Marocaines et les Marocains, notamment sur le volet de l'habitat, qui est quelque chose d'essentiel que nous avons lancé il y a quelques mois déjà. Donc, tout en mettant le paquet pour amener un maximum d'investissements et d'investisseurs au Maroc, parce que bien évidemment, qui dit gouvernement social dit un coût pour le gouvernement, il y a un coût pour l'État, donc ce coût-là doit être payé. C'est justement l'idée du gouvernement d'encourager les investissements. Qui dit investissement, bien sûr, dit taxe derrière, dit impôt par rapport aux sociétés, etc. Et tout l'argent qui peut émaner, avec bien évidemment aussi l'impact sur les créations d'emplois, l'encouragement et l'émergence des PME et des PMI, surtout après avoir vécu l'après-Covid et les problématiques qu'ont connues principalement les PME et PMI dans différents domaines liés au tourisme, liés à la restauration. Donc c'est vraiment comment essayer d'équilibrer entre amener ou s'ouvrir à une manne d'argent nouvelle pour créer de l'emploi et pour amener des moyens nouveaux pour pouvoir financer cet État social. C'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, alhamdoulilah, pendant ces 2 ans et demi. Bien évidemment, il y a encore des choses sur lesquelles on est en train de travailler sur les différents départements, notamment la jeunesse, la culture et la communication. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais pour moi, la première étape a été, alhamdoulilah, franchie de cette volonté d'accompagner les Marocaines et les Marocains par rapport à leurs défis d'après-Covid. Pendant que je faisais la présentation, j'ai dit une phrase. Évidemment, le bilan est très positif. J'ai senti votre regard sur moi, donc vous confirmez? Vous l'avez dit, donc je ne peux pas. Non, est-ce que vous confirmez ou pas? Peut-être, je me suis peut-être trompé. Non, moi je pense qu'effectivement, par rapport aux défis, par rapport à la conjoncture que nous avons vécue, alhamdoulilah, nous avons réussi pas mal de choses. Maintenant, les attentes sont toujours là, ce qui est normal. Moi-même, j'ai des attentes. Vous-même, vous avez des attentes. Donc, il y a encore des objectifs à atteindre. Il y a aussi des défis qu'il va falloir surmonter pour continuer sur cette cadence, principalement sur le volet investissement en création d'emplois, qui reste un sujet aujourd'hui. Moi-même, ayant fait ma campagne électorale en 2021, une des problématiques majeures que soulevaient les jeunes, c'était l'emploi, c'était l'employabilité. Donc, c'est un défi aujourd'hui que nous essayons de mener. J'en avais parlé avec vous sur ce plateau il y a quelques mois de cela. Même notre département jeunesse, culture et communication essaye d'investir sur ce volet-là à travers des formations, en investissant sur cette terminologie nouvelle qui est l'industrie de la culture pour qu'elle devienne créatrice d'emplois sur des domaines qui sont aujourd'hui exceptionnellement intéressants au niveau international quand on parle d'industrie culturelle avec des taux de croissance à 2 chiffres. Je parle du cinéma, je parle de l'industrie des jeux vidéo, etc., de la fabrication des jeux vidéo. Donc c'est des volets sur lesquels aussi on essaie de miser aujourd'hui, que ce gouvernement a essayé de mettre en place pour accompagner cette problématique majeure de l'employabilité. Nabil Ben Abdallah, qu'est-ce que vous pensez donc, si vous pouvez résumer encore une fois ou synthétiser ce gouvernement, est-ce que vous pensez que la première partie est un succès, est une réussite de ce gouvernement? Chacun étant dans son rôle, mais de manière objective. C'est pour ça que je vous pose la question. Car il est évident qu'au PPS, nous ne sommes pas
des partisans ni du négativisme ni du nihilisme. Lorsque des choses sont faites, elles sont faites, et il faut savoir le reconnaître, surtout lorsque c'est dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple. J'aimerais d'abord saluer la présence de Si Mehdi, que je me permets d'appeler par son prénom, parce que c'est ça la relation que nous avons dans la réalité. C'est pour dire que de ce côté-là, fort heureusement, j'aimerais saluer sa disponibilité permanente par rapport à un certain nombre de questions. Et j'aimerais saluer sa présence. Pourquoi ? Parce que c'est un fait rare de ce gouvernement. Sur les 2 ans et demi, ça fait partie des échecs de ce gouvernement. C'est par la communication. La présence politique. En même temps, il est ministre de la Communication. Donc, la présence politique de ce gouvernement, il n'est pas chargé de la communication du gouvernement. Donc ne lui mettons pas tout cela sur le dos. Il est chargé de la communication du pays. Il n'est pas porte-parole. Voilà. Et donc, j'aimerais signaler d'abord que pendant 2 ans et demi, nous n'avons pas eu droit à de véritables débats, majorité-opposition, ni à de véritables concertations de ce point de vue. Et c'est un fait suffisamment rare pour le souligner aujourd'hui, surtout de par son statut nouveau, au-delà du fait qu'il soit ministre. Il est membre de la direction collégiale du PAM. J'aimerais aussi dire que sur la forme, un effort méritoire a été fait lors de la présentation au Parlement. Et la communication a son rôle en politique. Mais dans le même temps, il y a des réalisations. Il faut savoir, oui, il y a des réalisations. Je ne suis pas là pour les citer, c'est le rôle de Mehdi dans cette émission, c'est pas moi. Mais j'aimerais dire que oui, il y a des choses qui ont été faites. Il y a tout ce qui a été fait en investissement public, 335 milliards de dirhams, c'est un chiffre jamais atteint. Tout ce qui a été fait dans le domaine de l'eau, les acquis engrangés en matière de dialogue social, la charte de l'investissement, le cadre juridique de la protection sociale, du système de santé, et d'autres aspects sur lesquels ce gouvernement a travaillé. Mais dans le même temps, au-delà du satisfecit exprimé par le chef du gouvernement, je dirais qu'il est dans son rôle, la réalité est autre. Et moi, j'aimerais qu'on parle aux citoyens directement, pour dire l'impact réel de tout cela sur le citoyen. En termes de chômage, les chiffres sont là, ils sont têtus. D'ailleurs, ce sont des chiffres, le chef du gouvernement a abordé plein de chiffres, sauf ceux du chômage. Et il a promis que la deuxième partie du mandat porterait sur le chômage, alors que son engagement était de créer 1 million d'emplois. Nous allons revenir sur ça, nous en avons perdu 181 000. Et le monde rural est dans un état déplorable en matière de perte d'emploi. L'impact sur les citoyens, c'est la mortalité des entreprises. Plus de 27 000 entreprises qui sont... Quand on dit une entreprise qui se met en faillite ou qui est en situation de faillite, c'est des pertes d'emploi également, c'est une perte d'activité, c'est une perte de chiffre global. Nabil Mnab, parce que sur les 27 000 entreprises, combien sont des entreprises véritablement opérationnelles? Combien de personnes travaillent? Est-ce que c'est véritablement des entreprises ou des personnes qui sont constituées? C'est des entreprises, généralement, ce sont des petites et moyennes entreprises qui constituent un aspect important du tissu économique national. Ne l'oublions pas. C'est vrai qu'il y a les grosses entreprises, mais il y a tout le reste. Et tout le reste est important, parce que c'est cela qui permet de drainer l'emploi de manière importante. L'impact réel sur le citoyen, sur son pouvoir d'achat, la hausse des prix a été dévastatrice. Et on va y revenir dans le détail. L'impact sur les couches les plus déshéritées. D'accord, le fait que plus de 3 millions, ce sont les chiffres du ACP, ce ne sont pas mes chiffres, que plus de 3,2 millions de personnes ont franchi négativement le seuil de pauvreté. Ça veut dire que nous avons réduit l'importance de la classe moyenne et nous avons enrichi celle des classes les plus déshéritées. Et donc, c'est cela que nous avons aujourd'hui de manière concrète. Et il faut savoir faire la différence entre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'on nous parle de réalisations énormes, on nous parle d'abord dans ce gouvernement beaucoup de la critique de ce qui s'est passé avant. Et ça continue 2 ans et demi après la formation de ce gouvernement. Ce gouvernement a en face de lui une réalité. Il doit avoir une réalité internationale qui n'est pas uniquement défavorable, parce qu'il y a plein d'aspects favorables aujourd'hui sur lesquels ce gouvernement doit reposer pour relancer l'activité dans notre pays. On nous parle aussi d'un héritage en le présentant comme étant complètement négatif. Alors même, d'abord, qu'un certain nombre, pas
la force politique, pas le PAM, mais les deux autres forces politiques étaient membres des gouvernements précédents. Non, En tout cas, le RNI. Le Stiqlal l'était jusqu'à la moitié du gouvernement de Ben Kiran. Alors, on oublie qu'il y a eu participation directe à la gestion de ces gouvernements précédents, et on continue d'arguer de ce qui ne s'est pas fait avant, de manière négative, et en oubliant... Vous êtes en train de défendre le bilan du gouvernement précédent, où vous avez été jusqu'en 2019 en tant que PPS. Je ne le défends pas, je dis qu'un gouvernement, lorsqu'il est en place, doit prendre une réalité selon ce qu'elle est, et doit arrêter de regarder dans le rétroviseur, en essayant de justifier ses carences par rapport à ce que n'ont pas fait les autres. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent, c'est ce gouvernement. Et c'est à eux de régler les problèmes, surtout 2 ans et demi après l'émergence de ce gouvernement. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Je pourrais défendre les réalisations des gouvernements précédents, pas uniquement de celui qui est passé avant ou de celui qui est passé juste après, juste avant encore. Ce serait compréhensible, Nabil Blab. Mais ce serait compréhensible aussi. Ce serait compréhensible aussi de relever que dans le gouvernement Othmani, nous avons été la seule force politique nationale dans l'histoire du Maroc qui a quitté un gouvernement de son propre gré et qui a démissionné parce que nous estimions que le bilan de ce gouvernement ne pouvait pas nous permettre de rester dans ce gouvernement. Donc ça aussi, nous l'avons fait. Il a quitté aussi en 2013 volontairement, personne ne lui a dit de partir. Non, le Stiqlal ne l'a pas quitté. Le Stiqlal ne l'a pas quitté volontairement, c'est le Stiqlal de Chabat. Et vous êtes bien placé, c'est Aziz Bousta, pour savoir ce que c'est. Pour savoir ce que c'est le Stiqlal de Chabat qui a quitté ce gouvernement pour saboter l'existence même de ce gouvernement, et non pas par désaccord par rapport à la politique. C'est différent. Alors, il avait bien commencé très positif, et puis il a commencé à sortir les problèmes. Normal. Je suis dans mon rôle. Et je n'ai pas fini, je n'ai fait que donner les grands titres. Je vais revenir dans le détail. On ne fait que commencer l'émission. Je vais revenir dans les détails. C'est un mi-mandat, donc, qu'on présente comme étant positif, certainement. Nabil Ben Abdellah le dit, et ça c'est tout en son honneur de le dire. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais là, je reviens avec vous, Mehdi Ben Saïd, sur les engagements du chef du gouvernement en octobre 2021. Ce sont des engagements qui ont été pris sur le site de la présidence du gouvernement, et pas plus officiel que ça. Croissance annuelle de 4%, création d'1 million d'emplois nets, réduction des disparités sociales et régionales, donc indice de Gini, de 46 à 39%, et augmenter le taux d'activité des femmes pour le mandat de 20 à 30%. C'est toujours à 20. Alors où c'est qu'on en est? Si on prend les engagements du chef du gouvernement dès le départ et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est... D'abord, je suis heureux parce qu'a dit Nabil, dans la mesure où nous-mêmes, nous critiquions l'ancien gouvernement en tant que PAM, et donc qu'il soit d'accord avec nous par rapport au bilan de l'ancien gouvernement, je parle du gouvernement Othmani, c'est quelque chose qui a été dit et redit par rapport à ce qui pouvait être fait, notamment sur le volet d'État social et gouvernement social. Tout à l'heure, je parlais de la conjoncture. Bien sûr, quand un gouvernement se met en place, quand une majorité se met en place, elle se met en place par rapport à sa campagne électorale, au projet électoral qu'elle a proposé, dans une conjoncture précise. D'accord ? Et cette conjoncture, il y a une évolution par rapport à la réalité du terrain et par rapport à la conjoncture internationale. Notre programme a été proposé par rapport à la conjoncture de septembre 2021. Entre-temps, il y a eu ce qu'il y a eu, cette conjoncture internationale. Et je partage aussi l'avis de Nabil. Il y a parfois, quand il y a des conjonctures négatives, quand il y a des guerres dans le monde, il y a parfois certaines opportunités à saisir. C'est ce que nous essayons de mettre en place. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du rôle de la charte d'investissement et de son rôle positif. Parce qu'effectivement, quand il y a des conflits ailleurs, c'est parfois aussi une occasion pour un pays comme le Royaume du Maroc, qui a une certaine stabilité politique, économique, sécuritaire, etc., d'amener certains investisseurs à la région, tout simplement parce qu'il y a le conflit ailleurs. Et parfois, il faut aussi savoir être pragmatique dans les relations internationales et dans la géoéconomie mondiale. Et effectivement, vous avez raison, il y a des opportunités qui ont été saisies, il y en a d'autres qu'il va falloir saisir. Tout à l'heure, je parlais d'un secteur qui était méconnu au jour d'aujourd'hui par rapport à l'économie marocaine, qui est l'industrie du gaming. Donc, cette industrie qui se développe, encore une fois, avec un taux de croissance à 2 chiffres annuellement. On parle de 300 milliards de chiffre d'affaires mondial avec un taux de croissance à 2 chiffres. Je rappelle que l'industrie pharmaceutique, c'est 1000 milliards de dollars. Donc on y arrive. Donc voilà, il y a des opportunités à saisir. C'est ce que nous essayons de mettre en place en tant que gouvernement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va falloir être inventif en tant que gouvernement, vous avez raison, face à ce qu'a évoqué tout à l'heure Nabil, la problématique du chômage et la problématique de l'emploi. Les défis aujourd'hui sont réels. Le développement technologique, l'intelligence artificielle, tout ce que connaît le monde
c'est réellement une menace par rapport à certains métiers dits classiques. Et donc, il va falloir innover avec certaines formations nouvelles qui existent, alhamdoulilah, dans nos universités, mais surtout des opportunités par rapport à ces formations qu'on propose justement dans ces universités. C'est ce que met en place aujourd'hui le gouvernement par cette charte d'investissement, par l'implication des différents départements, en essayant d'aller vers des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas forcément auparavant, pour répondre aux besoins de nos start-upers, de nos PME, PMI. Et je rappelle que plus il y aura de champions, plus on pourra avoir un écosystème, plus on pourra avoir des PME et des PMI qui pourront exister à travers donc, ces différents champions. Donc moi, au contraire, je vois d'un bon œil ce qu'on est en train de faire, à savoir intéresser les grandes sociétés, parce que les PME et les PMI n'existent généralement que pour essayer de répondre à cet écosystème installé par ces grands champions, à l'image de ce qui a été fait dans l'automobile avec Renault et Peugeot. Renault et Peugeot, ce n'est pas que Renault et Peugeot, c'est des centaines de PME qui existent à travers elles et donc qui travaillent via l'existence de ce champion-là. C'est ce qu'on essaie de faire dans les différents secteurs. Par rapport à vos chiffres, ça reste des objectifs à atteindre. Nous sommes à mi-mandat. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir accélérer. Et moi, sincèrement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si nous avons réussi une partie de notre mandat sur le volet social, il reste une partie qu'on a mis structurelle, c'est la problématique de l'emploi et du chômage, les bases d'Yala, à savoir la charte d'investissement, l'encouragement dans différents secteurs, mais le défi de taille, parce qu'aujourd'hui, il y a davantage de jeunes qui arrivent sur le marché, et l'accompagnement de ces jeunes-là ne nécessite pas uniquement de ramener des investisseurs, mais aussi par rapport aux formations proposées. Je parle principalement aussi là des 2-3 millions de NEET qui sont sur le marché, d'accord, et qui n'ont pas forcément les bonnes formations, même si on ramène un investisseur demain, même si on a ni emploi, ni stage ou training. Voilà, donc c'est des gens aussi aujourd'hui qu'on essaie d'accompagner, même à travers les maisons de jeunes, à travers les centres culturels, pour leur proposer des formations en adéquation avec les besoins du marché. Parce que parfois, l'emploi est là, mais c'est la bonne formation qui n'est pas là. On va le laisser aussi, si vous voulez bien, terminer votre phrase. Non, c'était juste par rapport à ça. C'est-à-dire que ce défi-là, aujourd'hui, il est réel, on en est conscient au sein du gouvernement, et tout le gouvernement, d'accord, s'il y a un titre à donner pour moi, pour les 2 ans et demi qui restent, c'est cette problématique de l'emploi, réussir, parce que c'est la réussite, Inch'Allah, de notre pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, David Benab? Là, avec tout ce qui a été promis en septembre 21, est-ce que vous pensez que la conjoncture ou les changements ou le contexte international ou régional peut justifier ça? Parce qu'il y a certaines choses, comme par exemple pour le taux d'emploi, taux d'activité des femmes, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe à l'international. Alors, si vous le voulez bien, sur les 10 engagements pris par ce gouvernement, vous remarquerez avec moi que d'ailleurs, ça n'a pas été repris dans le discours du chef du gouvernement au Parlement. Sur les 10 engagements, pratiquement aucun n'a été tenu. Ni en termes de taux de croissance, ni en termes du million d'emplois, on en a parlé, ni en termes de réduction de la pauvreté, ni en termes de soutien au pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes, bien au contraire, c'est le contraire qui est arrivé, ni en termes de taux d'activité des femmes, vous l'avez signalé, disparité régionale, et j'en passe. Donc ça, le chef du gouvernement n'en a pas parlé lui-même, et c'est pour cela que je dis, quid de l'impact réel sur la situation. Mehdi vient de parler à l'instant de cet environnement des affaires, etc. Encore faut-il, pour créer le climat de confiance dont a parlé le chef du gouvernement dans son discours, il en a parlé au début et à la fin de son discours, en disant que nous voulons créer la confiance, encore faut-il qu'il y ait un gouvernement qui pose les conditions de cette confiance. Premièrement, en ayant une présence politique significative. Or, vous constaterez avec moi que ce gouvernement n'existe pas sur le champ politique. La démocratie, les droits de l'homme, la réforme du champ politique, la place des partis politiques dans le processus de changement, la mise en œuvre des institutions constitutionnelles qui n'ont pas encore été nommées, le renouvellement de certaines, la régionalisation réelle et la décentralisation et la déconcentration, le pouvoir donné aux élus pour démocratiser encore plus et pour aller vers cette démocratie participative. Ce sont des sujets non abordés par le chef du gouvernement, vous le constaterez avec moi, ni dans son discours d'investiture, ni dans le discours prononcé devant le Parlement. Ce gouvernement fuit comme la peste les questions de démocratie, de droits de l'homme, etc. Et cela est très décevant de la part d'un gouvernement qui est formé de 3 partis politiques importants qui ont réalisé des scores électoraux. Je passerai sur comment se sont déroulées les élections, qui ont réalisé des scores électoraux importants. Je vous appelle, et je m'adresse à vous en particulier, Mehdi, parce que je connais vos convictions de ce côté. Je vous appelle à vous occuper du champ politique, parce que le champ politique est notre champ commun. Et le champ politique est le champ de la démocratie. Plus on perdra d'acquis, plus on laissera la prévarication investir ce champ de la politique,
plus on dévalorisera la crédibilité des institutions, plus nous allons payer cher en tant que pays, et plus nous allons agrandir le fossé qu'il y a entre la politique et les institutions, et entre le peuple, et notamment les jeunes dont vous vous occupez. Non, mais je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ça, c'est une question. Ça, c'est une première question. Le champ politique. La deuxième question, c'est un aspect sur lequel il n'y a aucun bilan. Il n'y en a pas. C'est très simple, on n'en a même pas parlé, il n'y a aucun bilan. Et il n'y a rien, même dans les objectifs pour les 2 ans et demi à venir, notamment la préparation des prochains... Donc ce que vous dites, c'est qu'en matière d'opérationnalisation, ils ont fait des choses, mais sur la scène politique, sur le champ politique... Non, je vais arriver maintenant à ce qu'ils ont fait, de manière réelle. Et donc, sur le champ politique, il n'y a rien, et sur le champ de la préparation des futures échéances, pour éviter, pour pouvoir ouvrir la voie à des potentialités nouvelles, Hukoumat al-Kafa'at, qu'on nous a dit, les potentialités qu'il y a dans ce pays, le pays regorge de jeunes qui peuvent investir demain le champ politique de manière positive. On se retrouve à contrario avec ce que le Maroc a produit de pire, et ce sont eux qui sont en train de squatter aujourd'hui le champ politique et le champ des institutions élues. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. On va laisser répondre. Attendez, je vais arriver. Je vais revenir sur ça. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est ce gouvernement nous parle d'État social et nous met le social en avant comme si c'était la panacée et comme s'ils avaient réellement, oui, en termes d'annonce, oui, sur la couverture sociale, oui, il y a eu une accélération de l'adoption des textes et une accélération de la généralisation. Mais à quel prix ? Lorsque vous avez une généralisation, vous sortez 18 millions de personnes du Ramed et vous faites passer tout cela à l'AMO et vous en perdez 8 millions au passage. Et vous nous dites généralisation. Lorsque vous dites que vous avez besoin de 28% de participation au financement de la protection sociale de la part des cotisations et que vous avez dans les professions libérales et dans un certain nombre d'autres champs professionnels, vous avez seulement 15% de personnes qui cotisent, qui acceptent de cotiser aujourd'hui dans différents métiers. Comment vous pouvez me parler de généralisation ? Lorsque vous avez en aide directe, vous nous parlez vous avez annoncé 4 millions de personnes en tant que gouvernement, et vous annoncez maintenant qu'il n'y en a plus que 3 millions. Et dans les 3 millions, nous avons aujourd'hui un jeu absolument déplorable, dans lequel nous avons un seuil à 9,32, un seuil à 9,74. Et ceux qui sont sous le 9,32 touchent les 500 dirhams. S'ils passent au-delà de 932, ils sont obligés, dans les 500 dirhams, de payer 200 dirhams de cotisation sociale. Voilà qu'il n'y a plus que 300. Attendez, c'est pas fini. Les téléspectateurs qui suivent, on va le laisser quand même. On va laisser. Non, mais d'accord, mais je finis sur le social et je reviendrai à l'économique. Oui, je finis sur le social et je reviendrai à l'économique tout à l'heure. Et vous avez, à partir de 9,74, ça veut dire que vous avez quelqu'un, parce qu'il a un téléphone. Parce que c'est ça la réalité que les citoyens doivent comprendre. Si quelqu'un a un téléphone, ou s'il a la télévision dans sa barraka, parce qu'il s'agit d'une barraka, très souvent, que ce soit dans le monde rural ou ailleurs, eh bien cette personne est privée des 500 dirhams. Donc voilà le social réel où il en est. Et lorsque vous avez en hausse des prix, vous vous retrouvez avec 3,2 millions de personnes qui ont perdu leur pouvoir d'achat et le niveau de leur pouvoir d'achat, et qui ont versé dans la pauvreté. Ça, ce sont des chiffres officiels du HCP. Donc les réalisations concrètes posent problème. Et lorsque vous avez, dernier chiffre que je vous donne, lorsque vous avez 86% des dépenses de santé aujourd'hui, donc qui proviennent de la protection sociale, qui vont vers le secteur privé et vers les cliniques qui sont en train d'émerger comme des crèmeries un peu partout, dans les différentes rues de toutes les villes importantes, cela pose des questions sur tout cet effort qui est fait en termes... Et il est fait. Et un effort en termes de santé publique est fait, et de construction. Mais pour avoir des hôpitaux qui sont vides... Voilà, maintenant, on retrouve Nabil Blad là dans son discours d'opposition, mais avec... la charge est frontale. Allez-y, je vous laisse répondre. Il a dépassé son temps de parole. Allez-y, dépassez le vôtre aussi. Non. Moi, quelques informations à donner. D'abord, parler de Barraka pour avoir l'ancien ministre de l'Habitat, c'est quand même désolant, parce que vous avez raison, il y a eu beaucoup de barragages qui ont été faits au Maroc. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le gouvernement fait tout. Et d'ailleurs, dans la région de Rabat, où nous sommes aujourd'hui, il y en a quasiment plus.
D'accord ? Et le soutien... C'est une réalité. Le fait qu'il n'y a plus de Baraka. Je reviendrai sur les Baraka. Mais Rabat, ça a été réalisé au moment où j'étais ministre de l'Habitat. Non, récemment, à Tmara, quand il a parlé de la région de Rabat. Ça, c'était Mara. Je parle de Rabat. Il faut le laisser, il faut laisser répondre. On va laisser répondre. Le soutien au logement, justement, qui a été fait, justement, c'est justement pour soutenir, pour qu'il n'y ait plus... Que les jeunes, notamment, puissent vivre dans des situations décentes. C'est ce que veut ce gouvernement. Quand on parle de gouvernement social, quand on insiste sur l'amour, justement, sur l'assurance universelle, mais le concept même mondial, et vous le savez mieux que moi, c'est Nabil, bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la cotisation. Le concept mondial, il y a une cotisation, tout le monde cotise. Bien sûr, les plus démunis, bien sûr, ceux qui ont le moyen, cotisent pour les plus démunis. C'est ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Plus encore, vous parlez de Ramid. Mais Ramid, vous-même, ou nous-mêmes, quand nous étions tous les deux à l'opposition entre 2009 et 2021, nous avions critiqué le Ramid parce qu'un jeune Marocain, ou un Marocain tout court, quand il avait le Ramid et qu'il avait besoin d'un rendez-vous, il fallait attendre 1 an, parfois 2 ans, 3 ans. C'est des situations qui étaient ubuesques. Ils sont passés les 8 millions dont tu parlais. Ubuesques. Aujourd'hui, l'assurance, elle est pour tous et pour toutes. Bien sûr, c'est crescendo. Ça fait 1 an et demi d'abord pour que chacun ait son assurance, notamment un secteur que je préside aujourd'hui, qui est la culture, notamment les artistes. Une des problématiques majeures qu'il y avait auparavant, c'est que l'artiste populaire n'avait pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, chaque artiste qui a une carte d'artiste est assuré. Bien sûr, avec une cotisation minime, qui est de 170 dirhams. Mais il a une assurance pour toute sa famille. Et cette cotisation, elle est nécessaire parce que le jour où on a besoin de frais de santé, le jour où on a besoin d'aller à l'hôpital, tout est pris en charge par l'État. Et, bien évidemment, comme ce qu'il y a ailleurs dans le monde, il y a une volonté à travers l'hôpital public, d'accompagner ce secteur-là, mais l'existence des cliniques n'est pas préjudiciable par rapport aux citoyens, parce que là où on va arriver, quand il va y avoir le tiers payant, cette problématique ne se posera pas, que ce soit privé ou public. C'est ce qui se passe ailleurs, les modèles qu'il y a dans le monde, les modèles qui marchent, les modèles sociaux qui marchent dans le monde. Il y a un tiers payant. Le citoyen ne se pose pas la question, est-ce qu'il est privé ou public, à partir du moment où il a accès aux mêmes services. C'est le défi aujourd'hui du gouvernement. Toujours pour rester dans le social, on parle d'à peu près 3,5 millions de ménages qui reçoivent une subvention sociale directe. Vous n'avez pas répondu à la déperdition du Ramid sur les 8 millions. Non, c'est pas une déperdition. Parce que les chiffres, il y a une vaste des chiffres. Ce que dit votre collègue à la santé, c'est Aitaleb, et ce que disent d'autres experts, c'est qu'il y a une énorme déperdition entre ceux qui ont été désinscrits du Ramid et qui ne se retrouvent pas dans le système de l'amour. L'assurance, elle est universelle, elle est pour toutes et pour tous. Chacun aura son système. Donc il n'y a pas une déperdition. Parce que, ce qu'on appelle les artistes, je vous donne un exemple concret, ce qu'on appelle les artistes populaires, d'accord, qui malheureusement ne gagnent pas leur vie par la culture, par leur art. Mais aujourd'hui, grâce à la carte d'artiste, hier ils étaient peut-être Ramid, mais aujourd'hui, grâce à la carte, ils sont couverts. Quand il est couvert, là, encore une fois, quand une personne est couverte, c'est sa famille qui est couverte. Ce n'est pas uniquement la personne, c'est-à-dire lui, sa femme, ses enfants, ou la femme, le mari et les enfants quand le mari n'a pas d'emploi. Donc aujourd'hui, cette départition, elle va être complétée avec les autres caisses. Et à terme, c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs le ministre, l'idée c'est d'avoir à terme une seule et même caisse, comme ce qu'il y a ailleurs, d'accord ? Mais c'est des choses qui se font étape par étape. Aujourd'hui, nous avons à Betna et Tchikoulou, nous militons pour qu'il y ait davantage de médecins, davantage d'infirmiers, parce que la problématique que connaissaient encore une fois les Marocains et les Marocaines, c'est qu'il n'y avait pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers. Il y a parfois des centres sociaux, des centres, des hospices un peu partout, même dans le monde rural, mais avec une absence de médecins. C'est pour ça que nous avons fait une réforme sur le système d'éducation et de formation pour les médecins, même s'il y a eu un débat derrière. C'est très bien qu'il y ait un débat. C'est ça la démocratie aussi. C'est qu'il y a un débat derrière, qu'il y ait des revendications, qu'il y ait des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais à la fin, l'idée, c'est que c'est l'intérêt de l'État qui prime. L'intérêt de l'État, c'est quoi ? C'est d'avoir des médecins formés au Maroc et qui restent au Maroc, qui ne partent pas ailleurs. D'accord ? Donc c'est un sujet aujourd'hui que nous avons d'ailleurs soutenu, même à l'époque où le PPS avait la direction de ce département-là entre 2011 et 2016. Donc c'est des choses aujourd'hui qui se font. L'État social, il est réel, il n'est pas parfait, certes. Bien sûr, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on a démarré. Mais la mise en place de cet état social, elle est crescendo parce que c'est quelque chose de nouveau, même par rapport à nos administrations. Deuxièmement, sur le volet politique, sur le volet de démocratie, mais vous voyez que
les gens débattent, contestent, manifestent. Ce n'est pas ça la démocratie. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, en tant que jeune, il ne parlait pas des gens, Nabil Ben Abdellah, c'est pas pour vous expliquer. Il parlait de la présence des membres du gouvernement sur le champ politique, sur la scène politique. La démarche aujourd'hui que moi j'ai en tant que politique et ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication, c'est qu'il y a une génération qui en a marre des promesses. Et aujourd'hui, il faut des actes concrets. S'il y a des actes concrets, s'il y a des institutions qui sont auprès des citoyennes et des citoyens, vous pensez qu'il n'y aura pas une confiance qui reviendra de manière normale, pas uniquement envers le politique, mais même envers l'administration? Combien de personnes vous connaissez qui critiquent non pas uniquement les politiques, mais même l'administration de manière générale? Aujourd'hui, nous avons besoin de recréer ce lien entre les Marocains et les Marocaines, et entre l'administration, entre les partis politiques, et entre le champ politique de manière générale. Et ça, ce n'est pas que des paroles, on peut donner les paroles qu'on veut, on peut créer les débats qu'on veut, mais c'est aussi des actions concrètes. Maintenant, et je l'ai dit moi-même sur votre chaîne, effectivement, il a raison, Nabil, il y avait moins de présence, peut-être politique, les chaînes, etc. Mais rappelons-le encore une fois, nous vivons un monde nouveau, le monde du digital. Un monde où l'information, elle est diverse. Un monde de l'information... Raison de plus. Oui, mais c'est-à-dire que la présence... Vous êtes présent, par exemple. C'est-à-dire que la présence n'est pas uniquement les chaînes de télé, c'est-à-dire que la présence, elle est diverse. C'est les actions concrètes. Les gens aujourd'hui, moi je pense, quand on parle à des jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération, les jeunes qui sont nés les années 2000, aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas forcément même l'histoire des partis politiques. Et le besoin. Moi, vous m'avez dit, vous avez le droit de dépasser. Alors, c'est ce que je fais. Non, mais s'il dépasse, vous avez la mission qui est pratiquement finie. Juste pour finir, moi, je crois sérieusement que cette génération, la génération montante, les jeunes dont a parlé Nabil, ils ont besoin de concret. Et le concret, c'est un État social qui marche réellement. Le concret, c'est des investissements qui ramènent de l'emploi et qui ramènent des bons emplois, des emplois qui sont qualifiés pour cette nouvelle génération. Cette génération, elle veut créer des start-up. Cette génération, elle a envie de rêver. Cette génération, grâce à ce qui s'est passé, la Coupe du Monde, elle rêve très loin. Et elle a raison de rêver haut. Alors, Nabil Ben Abdellah fait état taqib. C'est pas taqib, c'est un débat. Parce qu'il faut que j'avance encore des questions. Non, c'est un débat, une minute ou deux, un peu plus. Juste pour dire une chose. Je veux dire, du point de vue des déclarations, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut que se retrouver lorsqu'on nous parle d'état social, lorsqu'on nous parle de cette jeunesse montante, etc. Mais dans la réalité, cela est loin de refléter la réalité. Lorsqu'on me parle de gouvernement présent en termes de communication, pas seulement sur les médias publics, ils ne sont présents ni dans les médias publics, je ne parle pas de ces médias en particulier, je parle du gouvernement dans son ensemble, ni dans les médias publics, ni dans les réseaux sociaux. Ils ne sont nulle part. En tant que gouvernement, je parle. Bien. Maintenant, revenons sur certaines choses rapidement. L'aide au logement. Moi, je ne suis pas contre en principe, et j'ai pour habitude de ne pas critiquer les personnes qui assument la responsabilité dans les mêmes secteurs, d'accord, dans les mêmes secteurs. Donc je suis pour. Mais en termes de réalisation concrète, ce n'est pas le fait de la ministre elle-même, d'accord, que je respecte par ailleurs. C'est le fait que concrètement, 70 à 80 000 demandes, dont 8 000 seulement sont satisfaits aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le monde de la production de logements, le monde des promoteurs n'adhère pas, notamment à l'aspect. Il n'y a pas aujourd'hui de produit social, il n'y a pas sur le marché. Il y a le reliquat de ce qui a été fait avec la question de l'exonération d'impôts. Il n'y a pas de création nouvelle. Donc voilà, la réalité, c'est que ce n'est pas dans les... Et de ce côté-là, j'aimerais qu'il y ait une loi comptable, je vous appelle, Mehdi, à ce que vous puissiez créer une comptabilité spéciale sur les questions de protection sociale, d'aide directe et d'aide au logement. Il faut que les gens sachent réellement, est-ce que ce gouvernement a dépenser les 25 à 29 milliards de dirhams promis pour l'aide directe, si ce gouvernement a réellement dépensé les 10 milliards de dirhams promis pour l'aide au logement, s'il y a véritablement des gens qui ont profité de cela, et je vous attends au rendez-vous par rapport à la prochaine loi de finances. Et les faits sont là pour nous dire que ce n'est pas le cas et que vous n'êtes pas à ces chiffres. En second lieu, j'aimerais vous dire, sur la situation du Ramed, oui, c'est critiquable, mais ce n'est pas parce que ce système est critiquable qu'on va passer à une sorte d'amour forcé dans laquelle les gens n'ont même pas les moyens de contribuer et encore moins d'accéder aux soins. Parce que dans l'attente que l'hôpital public soit mis à niveau, eh bien aujourd'hui, il y a la fuite des gens, que ce soit vers l'étranger ou vers justement les cliniques privées. Et c'est une réalité décriée par les professeurs de médecine et autres qui sont, eux, fidèles au système public. En termes, s'il vous plaît, de subventions sociales, on enlève Aramil,
on enlève Taïsir, on enlève un certain nombre de choses, et à côté de ça, on nous met une subvention qui est de 500 dirhams et qu'un certain nombre, des millions de personnes ne touchent pas. Maintenant, j'aimerais j'ai encore 30 secondes. J'ai 30 secondes. Situation économique. Un climat des affaires qui reste malheureusement teinté d'une absence de visibilité en termes de concurrence. Tout le monde s'en plaint, et notamment dans certains secteurs. Et les hydrocarbures sont l'exemple patent de cela. D'accord ? Rien n'a été fait à ce jour, malgré les décisions du Conseil national du Conseil de la concurrence. Un climat d'affaires teinté par les conflits d'intérêts. Un climat d'affaires teinté par les faiblesses des idéaux. Des IDE, par contre. Écoutez, pardon. Il va falloir 24 heures pour dire tout ça. Or, on n'a même pas 1 heure, donc il va falloir gérer un peu tout ça. Vous allez répondre. Je n'ai pas parlé autant que c'est voyons. Non, je ne pense pas. Vous ne tenez pas le minuteur. Je tiens le minuteur. Vous avez parlé 2 minutes. Donc moi je dis dans la réalité. D'accord, je finis en 20 secondes. Je finis pour vous dire la réalisation concrète, le chômage, la pauvreté réelle, la situation des entreprises, d'accord, l'accès aux services. La situation du monde rural, tout cela, c'est du concret. Le reste, ce sont de belles paroles et des engagements qui, dans la réalité, ne se traduisent pas. D'ailleurs, même en termes d'investissement direct étranger lié au climat d'affaires, moins 53%. Plus que lui. Alors, Mehdi Ben Saïd, vous allez réagir bien sûr à tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses, mais je voudrais aussi vous poser la question sur le financement de tout ce que vous êtes en train de faire. État social, reconstruction, accès au logement, connexion, dialogue social. J'ai anticipé votre Justement, question. J'aimerais avoir plus de précision, donc vous répondez, si vous voulez, à ce qu'il a dit. Et en général, c'est ou une augmentation des impôts par élargissement de l'assiette ou une création de richesse par une croissance soutenue et forte. On a une croissance quand même qui est de 3,2 en 2024. Par rapport à 2020, on est passé de moins 7 à 3,2. En 2024, c'est pas fini. En 2023, à date d'aujourd'hui, d'accord. On est passé de moins 7 à la sortie du Covid à 3,2. On a davantage, contrairement à ce que dit Sinabil, davantage d'investisseurs qui investissent au Maroc parce qu'il y a une charte d'investissement qui est importante au point où le ministre de l'Investissement est en train d'essayer d'essayer justement de répondre à ce besoin et de créer un certain équilibre entre les grandes villes et le rural pour justement permettre même au rural à cause du changement climatique, les évolutions climatiques et de ce que nous connaissons comme sécheresse et autres. Vous avez parlé d'un point tout à l'heure, vous n'êtes pas allé plus loin sur la problématique de l'eau. Ce gouvernement a fait ce que n'a pas fait les anciens gouvernements pendant 10 ans. Alors que c'était dans le programme des anciens gouvernements. Écoutez, là, c'est moi qui vais vous couper. Mais si vous me permettez, c'est quelque chose où je rejoins quelque part Nabil Ben Abdellah. L'ossature du gouvernement précédent, des 2 gouvernements précédents, est aujourd'hui à la tête du gouvernement actuel. Donc il est peut-être un peu trop facile d'imputer ça à l'ancien gouvernement. Ils étaient là. Vous n'étiez pas là. Ils étaient là, donc lui, à la limite, il peut répondre sur l'ancien gouvernement. C'est notre présent, peut-être, qui a ramené peut-être plus de cohérence, mais bon... Elle était facile, celle-là. La question... Il n'a pas pu s'en empêcher. Elle était facile, celle-là. Bah oui, mais une des critiques que nous avions, depuis 2011, c'était quoi ? C'était la non-cohérence des coalitions précédentes. Quand il n'y a pas de cohérence, on ne peut pas avancer ensemble. Et c'est quelque chose de réel. Quand il y a une cohérence, c'est beaucoup plus facile d'aller, parce que moi, en tant que département aujourd'hui, et Sinabil, c'est cela mieux que moi, parce qu'il a été à la tête de 2 départements. S'il n'y a pas un soutien des autres départements, il est très difficile d'avancer. On a des décisions qui sont souveraines à notre département, mais le soutien est nécessaire pour avancer. Donc la cohérence, c'est là où j'en appelle aux politiques. La cohérence politique, elle est plus que nécessaire pour la réussite d'un gouvernement, ce que n'avaient pas les anciens gouvernements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons accéléré pas mal de process, parce qu'on n'est plus en interne, au sein de la coalition gouvernementale, dans des faux bras de fer qui vont à l'encontre de l'intérêt des Marocains et des Marocaines. Ça, c'est un point ultra positif, parce que ça accélère certains projets, notamment la problématique de l'eau, la problématique aujourd'hui de la mise en place de l'État social, la problématique de l'investissement, de la charte d'investissement. Aujourd'hui encore, on vient de faire passer les dispositions et le renforcement du CRUI, des CRI, des centres régionaux d'investissement, pour leur permettre d'avoir une certaine souveraineté pour accélérer sur ce volet à investissement, chose qui aurait pu ne pas arriver dans d'anciens gouvernements, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de cette cohérence, et en tant que parti centriste, sociodémocrate, nous mettons l'accent sur ce volet social, sans omettre la problématique, encore une fois, qui est aussi sociale finalement, la problématique de l'employabilité, et la problématique de l'employabilité des jeunes notamment. Donc, Anna, je m'excuse, mais
à écouter Sinabil, on croirait que nous vivons mais dans sur l'emploi, mais Ibn Saïd, excusez-moi de vous couper, sur l'emploi, on peut Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Soyons, s'il vous plaît, en fait, sur l'emploi, il y a eu des articles de presse disant que... On est sur 621 000 emplois créés dans le secteur, dans le Maroc, hors secteur, sans prendre en considération le secteur agricole, ce qui n'a jamais été fait au Maroc. On est par exemple dans le secteur du cinéma, on a atteint le milliard d'investissements. Le milliard d'investissements, ce qui n'a jamais été auparavant. Donc c'est des secteurs aujourd'hui... Sur l'emploi, mais c'est des secteurs nouveaux qui créent de l'emploi. Ce n'est pas un article de notre confrère tel quel qui a parlé du chef du gouvernement qui aurait été choqué par les chiffres qui lui auraient été donnés. Ça n'a pas été démenti. Je vous demande... C'est le moment d'en parler. C'est Aziz, vous me parlez d'un article qui dit que le chef du gouvernement a été choqué des chiffres. Il n'y a pas eu de réaction. Je vous demande la réaction. Non, mais c'est faux. Non, mais soyons sérieux. Je ne sais pas d'où il tient cette information. Je n'ai pas vu le chef du gouvernement choqué. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est qu'il y a un effort qui est fait par rapport à l'emploi. C'est ce que j'ai démarré par cela. Ce n'est jamais assez. Pourquoi? Parce qu'on est passé par deux crises. La première crise, c'est le Covid qui a tué des emplois. Vous le savez, ça, on en a parlé. On en a parlé en 2020 avant qu'on soit même au gouvernement. Et qu'il fallait réagir rapidement pour essayer de rétablir ce qu'il y avait eu avant, notamment dans le secteur du tourisme, le secteur de la restauration, etc., etc. C'est ce que fait aujourd'hui ce gouvernement en proposant, en mettant en place le projet Aourach, le projet Força, la charte d'investissement qui a déjà boosté les investissements. Le gouvernement n'a pas trop parlé d'emploi dans sa déclaration. Mais d'abord, vous me parlez à moi. Il en a parlé exactement 7 fois. Vous me parlez à moi. Vous me parlez à moi. Donc, le chef de gouvernement a un gouvernement. Le chef de gouvernement avait 2h30. Il n'a pas pu parler de tout parce qu'il aurait fallu peut-être 48 heures si on devait développer secteur par secteur. D'ailleurs, même sur le volet jeunesse, culture et communication, il a parlé de 3 points. D'accord? Ça ne veut pas dire que les autres points ne sont pas pris en considération. Mais on est là justement pour détailler certains sujets. Donc, aujourd'hui, je vous le dis, je ne dis pas que c'est parfait, que l'emploi est parfait au Maroc. Au contraire, qu'on a atteint le temps plat. Je dis que l'emploi, pour moi, les 2 prochaines années, reste l'objectif principal du gouvernement et tous les secteurs d'ailleurs, pas uniquement le secteur de l'emploi, le secteur de l'investissement, c'est-à-dire tous les secteurs sont concernés avec des efforts qui ont été faits, avec des résultats, avec des chiffres qui sont très clairs, c'est tout. Mes chers amis, je vous annonce une chose, ne soyez pas étonnés, il reste exactement 9 minutes. Très bien, ça passe très vite. Est-ce que je peux y aller? Vous pouvez y aller, mais d'une manière succincte, oui, parce qu'il y a encore, il faut laisser... De manière succincte. Et je voudrais venir sur des chantiers sociaux sur lesquels on ne parle pas beaucoup. C'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, tout cela, avec le budget de l'État, avec ce que nous avons vécu, la crise de l'Houz, sans avoir à toucher la loi de finances, rappelons-le. C'était la question du financement, mais c'est parti sur autre chose. Bien, très rapidement. Ce gouvernement est venu à la fin du Covid. Okay, donc ce gouvernement a géré la fin du Covid, mais a eu une opportunité extraordinaire, c'est qu'il s'est situé dans un environnement mondial où il y avait une reprise due justement à l'après-Covid. Oui, mais la société était détruite. L'emploi a été détruit entre-temps. Vous étiez sur une vague sur laquelle vous pouviez surfer et vous n'avez pas surfé sur cette vague. La preuve, c'est qu'en termes d'IDE, c'est vrai, le chef du gouvernement l'a reconnu lui-même. Il a reconnu qu'il y avait une baisse des investissements étrangers et il a dit que c'était une tendance mondiale. C'est ce qu'il dit. Chez nous, c'est moins 53%. Chez nous, c'est moins 53%. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Il parlait des chiffres de 2021 et 2022. L'eau et l'agriculture. Ce gouvernement, je vais vous dire, l'une de ses principales réalisations, réelles, et en un temps record, oui, des moyens énormes ont été mis en place pour sauver la situation, en tout cas de manière conjoncturelle. Oui, ces mêmes moyens n'ont pas été mis à la disposition. Et c'était des décisions politiques de l'époque, et je rappelle que l'actuel chef du gouvernement lui-même s'est opposé à un certain nombre d'orientations, et j'étais dans le gouvernement, et je peux en témoigner, pour que justement le secteur de l'eau qui le gênait dans ses orientations, pourquoi ? Parce que le secteur de l'eau... il n'est pas là pour répondre. Je peux le dire. Le secteur de l'eau... Ce que vous dites parce qu'il n'est pas là. J'assume et je suis prêt. J'assume, tout simplement parce que l'une des orientations qui doit être adoptée aujourd'hui, et tous les rapports, à commencer par le GIEC à l'échelle internationale et par un certain nombre d'instituts d'ici, disent que quels que soient les efforts qu'on fait, et ils sont méritoires, les usines de dessalement, etc., quels que soient ces efforts, si on continue d'accorder 85 à 86% de nos eaux à l'agriculture pour des cultures d'exportation, nous allons droit dans le mur. Or,
ce gouvernement refuse qu'on remette en cause les orientations en matière d'agriculture. Et ceci est grave. La situation du monde rural. Il ne peut pas parler du gouvernement, que je sache. La situation du monde rural. La situation du monde rural. Tout à l'heure, la situation du monde rural nous dit clairement qu'en termes de perte d'emploi et les petits agriculteurs, leur situation et le levier qui est réservé à cela en matière de plan Maroc vert, aujourd'hui ce plan a montré ses limites et il a montré que... Alors, maintenant, j'aimerais qu'il me réponde aussi à autre chose. Si vous voulez bien laisser répondre, s'il vous plaît. Si nous voulons réellement créer de l'emploi, quid de l'industrialisation réelle du pays? Ce gouvernement est très loin d'avoir une vision. Un dernier rapport du Conseil économique et social dit que si nous voulons créer des emplois de manière pérenne, il faut miser sur l'industrialisation d'abord, bien avant l'agriculture. Or, ce gouvernement est loin d'avoir une vision d'industrialisation. Une vision d'industrialisation, c'est une vérité. Moi, je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. Et en dernier lieu, j'aimerais signaler la situation de défiance des entreprises, y compris les grandes entreprises à l'égard du gouvernement. Vous avez 3 minutes parce que je vais passer quand même, que vous le voulez ou pas, au chantier société. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on parle de rapports, c'est des rapports faits sur les années 2021-2022, c'est-à-dire généralement, c'est des rapports sur les anciens gouvernements. Ce sont des rapports faits sur l'actuel gouvernement et ses chiffres. On est en début 2024, c'est des rapports généralement, mais je lis les rapports comme vous, et c'est des rapports faits sur le travail, sur le bilan, sur l'emploi, ce sont des rapports qui sont faits sur les 2 dernières années. Je parle du dernier rapport, vous avez parlé du Conseil économique. Personne n'entend rien. Le dernier rapport du Conseil économique, c'est des rapports qui sont faits sur les années 2021-2022. Moi-même, quand je suis arrivé, on m'a envoyé pas mal de rapports qui étaient faits sur le bilan des anciens gouvernements. Ce qui est normal, c'est normal, on ne peut pas faire un bilan alors que le gouvernement n'a pas terminé. D'accord? Donc, Hadi Elloula. Deuxièmement, vous avez parlé d'agriculture et d'industrie, mais l'agriculture, enfin le monde agricole, c'est aussi de l'industrie. Aujourd'hui, il y a davantage d'industriels dans le monde agricole. Aujourd'hui, le produit agricole n'est pas uniquement un produit d'export, c'est aussi un produit transformé. C'est aussi le défi du gouvernement. L'agriculture d'export qui met en danger nos nappes phréatiques. Non, il y a 2 sujets. Il a parlé de 2 sujets. Il a parlé de la problématique de l'eau et de l'agriculture. Il a parlé de miser sur l'industrie et que c'est pas forcément l'agriculture qui pourra sauver le Oui, le Maroc n'est pas un pays agricole. C'est une vue de l'esprit de continuer de dire que le Maroc est un pays agricole. Ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que l'industrie, c'est aussi un pays à climat aride, semi-aride à aride. L'industrie, c'est aussi l'agriculture, c'est la transformation qui est aujourd'hui un des relayeurs de création d'emplois dans le monde rural. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Maintenant, revoir la politique agricole du pays, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est une politique qui a été menée par les anciens gouvernements. Ça fait partie de la stratégie. C'est une politique. Ce sont des politiques qui ont été connues, qui ont été menées par l'actuel chef du gouvernement. Donc vous faisiez partie. Donc vous avez validé une politique agricole en 2011 et en 2016. Aujourd'hui, vous la critiquez. Nous ne l'avons jamais validée. Nous l'avons toujours critiquée, même en étant dans ce gouvernement. Il fallait sortir. Nous l'avions critiquée. C'est pour ça qu'on est sortis. Là, vous êtes sortis en 2019. Mais nous sommes sortis en 2018. 2016, et donc voilà, ou 2019. Mais nous sommes sortis en 2019 parce que nous avons considéré... Mais c'est eux le gouvernement des compétences. Parce qu'il semblerait que vous n'avez pas eu de portefeuille ministériel. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est ce qu'il y a. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Les positions adoptées par le parti à l'époque montraient que ça n'avait strictement rien à voir avec ça. Vous deux, allez-y, mais il reste 1 minute, je passe au chantier sociétal. Je tiens à rappeler aussi que malgré tout cet écran de fumée qui a été dit aujourd'hui, comme quoi rien n'a été fait, ce gouvernement a réussi. Je n'ai pas dit que rien n'avait été fait. Je vous ai reconnu certaines choses, voyons. Certaines choses. Mais bien sûr, je peux pas. Ce gouvernement a réussi le débat social que les anciens gouvernements n'ont pas réussi. On a parlé d'une augmentation de 1000 dirhams. On a parlé de l'augmentation du SMAC qui concerne le monde rural. On parle de l'augmentation du SMIC. Vous ne parlez pas du financement de tout ça qui pose un problème. Là, d'abord, c'est une augmentation échelonnée comme ce qui a été décidé avec les syndicats, premièrement. Ouais. Deuxièmement, là, j'ai répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait les mains et les pieds pour intéresser les investisseurs à venir au Maroc. Pourquoi, à votre avis? Plus il y aura d'investissements, plus il y aura, bien évidemment, de la TVA pour le Marocain, pour l'État. S'il vous plaît, il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Oui. Non, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, je voudrais passer à ces chantiers-là. Il y a équitable entre le temps de parole. Non, vous avez exactement le même temps de parole. Très bien. Il a fallu crier un peu pour ça, mais c'est pas grave, j'ai réussi. Il y a la réforme de la famille, elle est entre les mains de Sa Majesté. Ouais. Il y a la question des libertés individuelles, la question du code pénal, il y a la question de la philosophie pénale, il y a la question des communautés, de la communauté des Marocains du monde. Tout ça, c'est pas de la technocratie, c'est pas de l'opérationnalisation, ce sont des décisions, ce sont des visions, ce sont des stratégies. Vous en êtes où? Pourquoi ça tarde pour le code pénal? Pourquoi ça tarde pour le reste? C'est un débat qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi ça tarde pour les Marocains du monde alors qu'il y a eu un discours royal il y a 1 an et demi, 2 ans ou 2 mois? Parce que vous avez parlé de différents sujets en même temps. Tout ce qui est en relation, tout ce qui est en relation, tout ce qui est en relation avec code pénal, il vient de finir pénal, et c'est moi qui aurais dû prendre la parole normalement. C'est pas grave. Sans au sein du Parlement, avec lui, comme on dit. Je reste avec vous. Sans au Parlement, sont en train d'être débattus par le ministre de la Justice avec les députés. Donc il y a pas mal de sujets. La Moudouana, comme vous le savez, elle a été remis le code de la famille a été remis à Sa Majesté l'Insalo. Et donc il y aura un retour par la suite pour la mise en pratique. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui, les débats ont déjà entamé. Le ministre de la Justice, le nombre de lois, le débat qu'il y a au sein des commissions, il est énorme. C'est des débats de société, c'est des débats de fond. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une cohérence au sein de la majorité, parce que vous parlez de cohérence de la majorité. Pourquoi il n'y aura pas de cohérence? Le parti de l'Istiqlal n'est pas sur la même longueur d'onde. On a vu les propositions qu'il a faites pour la Moudouana. Oui. Pas vraiment sur la même longueur d'onde que les deux autres partis, vous et le RN. La Moudouana, ça a été remis à Sa Majesté d'abord. Ça fait le sujet. On attend le retour de cette opération qui a été faite pour la mise en pratique. Il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont traités au sein du Parlement, d'accord, le code pénal, la procédure pénale, etc. Donc c'est des sujets où il n'y a pas d'opposition au sein de la coalition gouvernementale. Je vais vous dire même mieux, il y a même des sujets sur les libertés individuelles. Là, il y a même des sujets où on se rejoint. Pas tout à fait. Il y a des sujets même où on se rejoint avec des partis de l'opposition, et c'est tant mieux parce que c'est des sujets. Vous avez raison, vous l'avez dit. Oui. C'est des sujets de société qui importent et qui intéressent la société de manière générale. C'est votre réponse. Alors là, je le reconnais au PPS. Effectivement, il y a des positions tranchées sur les questions dont je viens de parler. Vous avez exactement une minute et demie, ça vous fera le même nombre de paroles. En une minute et demie, je vais vous dire une chose. Il a commencé, vous terminez. Nous revenons au sujet politique. En revenant au sujet politique, le Code de la famille, certes, en tant que parti, ils se sont exprimés aussi, les composants du gouvernement. Mais ce gouvernement, pour vous dire sa véritable identité, lui qui nous dit nous sommes un gouvernement moderniste, nous sommes un gouvernement social, nous sommes les gouvernements qui prônent l'égalité, etc., ils n'ont strictement pas bougé le petit doigt en tant que gouvernement pour essayer de favoriser un climat qui soit favorable à une vraie réforme du Code de la famille qui aille dans le sens d'une égalité homme-femme. Ils n'ont rien fait parce que c'est un sujet politique, encore une fois, on ne le touche pas. Et donc le courage politique d'aborder ce genre de questions, les retards dans la mise en œuvre d'un certain nombre de choses, la loi sur l'inconstitutionnalité. Parce que si Nabil, nous on fait les choses, on ne parle pas, vous avez été au pouvoir pendant 10 ans, est-ce que vous l'avez fait l'égalité entre l'homme et la femme pendant les 10 dernières années? Non, aujourd'hui nous on va le faire. C'est ça la différence entre ceux qui font et ceux qui parlent. Je peux ne pas être interrompu, vous avez un avantage. Vous m'avez assez interrompu. Vous avez un avantage. L'égalité des chances et l'égalité entre majorité et opposition, vous avez un avantage que nous n'avons pas eu dans les 2 derniers gouvernements auxquels on a participé. Vous savez ce que c'est? C'est que vous avez eu une initiative royale qui vous a ouvert grandes les portes d'une réforme du Code de la famille. Vous n'avez pas su vous engouffrer dedans pour créer un climat favorable. Vous connaissez les résultats déjà? J'attends de voir. Mais je parle de votre action. Je parle de votre action en tant que gouvernement. Ne venez pas demain. Ne venez pas demain. Ne venez pas demain. Ne venez pas demain. Sur ce sujet-là, il a été fait d'ailleurs, et vous avez été présent à pas mal de conférences. Mais c'est pas à nous. Mais ce n'est pas à nous que vous allez faire la leçon. Ce n'est pas à nous que vous allez faire la leçon sur la question d'égalité homme-femme. Ce n'est pas à nous. Le PPS sur la question de l'égalité homme-femme. Je vous le reconnais, Nabil. Vous pouvez difficilement se comparer à nous. Je vous le reconnais, sauf que nous, on le permet. On le dit et on le fait. Alors je vous le reconnais, vous avez raison. Mais nous on le fait. Vous permettez. Nous on le fait. Non mais vous faites rien, vous n'avez rien fait. Il n'y a aucune mesure. Il n'y a aucune mesure prise par ce gouvernement qui a favorisé l'égalité homme-femme. Aucune. D'ailleurs, même en termes de taux d'activité, on en est encore au même résultat. Dans l'actuel gouvernement, il y a eu, dans le gouvernement critiqué d'islamiste, il y a eu la loi contre la violence à l'égard la loi sur la violence à l'égard des femmes. Dans ce gouvernement, il y a eu l'aménagement du code pénal. Il y a eu une loi particulière qui est passée sur la violence à l'égard des femmes. Et il y a eu, contrairement à d'autres aspects et à ce qui se disait sur le parti qui avait la primature, il n'y a eu aucune mesure qui allait à l'encontre des droits des femmes. Et donc j'aimerais dire que ce gouvernement, on aimerait bien qu'il soit réellement un gouvernement qui
fait ce qu'il est en train d'annoncer. 10 secondes. C'est un gouvernement qui travaille, c'est un gouvernement qui répond aux besoins. Certes, il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas assez, mais il ne parle pas pour rien dire. Merci. Il ne parle pas, il est muet. Merci. Vous n'êtes que pas ça. d'accord, c'est normal, vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la majorité. Merci d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice, enfin qui est parti un peu dans tous les sens, mais bon, normal, parfois, voilà, C'est normal. dans la courtoisie et la Autrement, vous bienveillance, savez, c'est la un peu démocratie. dans du bruit aussi. C'est la démocratie. Autrement, c'est l'intérêt des citoyens. Merci pour ce genre Nabil de- Nafsila, C'est un merci gouvernement à vous de démocratique nous qui a avoir fait ce débat. suivis et à la semaine prochaine. Excusez un peu le bruit. Merci à vous, à la semaine prochaine. Merci.